Eh ben alors bonjour à celles et ceux qui nous regardent et merci aux journalistes qui sont présents. On a tenu à faire cette conférence de presse pour d'abord annoncer une fusion avec nos camarades de GDS, de la gauche démocratique et sociale. C'est pourquoi je me trouve à côté d'eux et en particulier Gérard Filoche qui prendra la parole après moi en ce nom-là. Donc c'est un grand plaisir déjà de vous dire qu'après un travail de rapprochement, de discussion, on a franchi une étape avec l'après pour mutualiser nos forces. L'idée n'est pas de s'arrêter là, nous voulons continuer à agréger, à discuter avec d'autres organisations politiques qui plaident pour le rassemblement des gauches et des écologistes sur un projet de transformation profonde de la société. Ce sont les deux jambes sur lesquelles on a le souhait d'avancer et c'est ce que nous partageons, ce que nous avons en commun, cette volonté farouche d'union et cette volonté d'un projet qui nous sorte des vieilles lunes d'une gauche tiède et qui soit capable de répondre aux urgences de notre pays qui sont des urgences de plus en plus profondes puisqu'on n'est même plus seulement en crise sociale, écologique, économique, démocratique. On atteint maintenant un stade qui est le stade de la crise de régime. Donc, quand on regarde la situation en France, on est en droit d'être extrêmement inquiet. Et quand on regarde le vent international qui pousse du côté d'une droite extrême, populiste, réactionnaire, illibérale, ce qui est sans doute la forme du fascisme contemporain, une forme de néofascisme, je pense qu'il est vraiment temps de prendre la mesure de ce à quoi nous avons affaire et de ce que nous avons à faire. C'est-à-dire que si, dans le cadre d'une tripartition du champ politique, où nous avons la Macronie qui est en train de s'effondrer parce qu'elle est la synthèse de 40 ans de politique néolibérale qui nous conduisent dans le mur, que nous voyons l'extrême droite progresser dans notre pays, on l'a contenu avec le nouveau Front populaire aux élections législatives, mais on sait très bien qu'il y a une internationale illibérale réactionnaire qui travaille et on sait très bien aussi que l'extrême droite s'ancre et en particulier dans le monde populaire. Donc notre rôle à nous est de faire prospérer l'espoir qui s'est levé avec le nouveau Front populaire et de combattre les démons qui sont en train de s'agiter. On les voit là en ce moment, c'est des démons quand même qui ressurgissent et qui nous semblent pure folie dans le contexte actuel. Et je pèse mes mots. Je veux dire, c'est pure folie aujourd'hui que de voir le spectacle d'une division permanente au sein des gauches et même la résurgence du discours sur les deux gauches prétendument irréconciliables. Ça, c'est une tragédie. Et d'un côté, nous ne pouvons pas accepter le sectarisme de certains. D'un autre, nous ne pouvons pas accepter une forme de tiédeur sur le contenu. Et donc, nous essayons d'être garants d'un cap qui nous semble être le seul capable de produire de la dynamique populaire, c'est-à-dire l'union sur la base d'un projet de transformation en profondeur du pays à la fois social et écologiste. Je suis contente qu'il y ait quelques journalistes aujourd'hui parce que je trouve que le 29 janvier dernier, au vœu de Lucie Castet et Marine Tondelier pour Gagnons ensemble, ce qui était assez frappant, c'est qu'il y avait toute cette gauche et ces écologistes qui étaient là, de Manon Aubry à Johanna Roland, en passant par François Ruffin, nous, Marine Tondelier. Bon, on était tous là. Et je regarde la presse le soir, le lendemain, et honnêtement, merci aux quelques journalistes qui s'y sont intéressés, mais honnêtement, c'est très peu. Donc ça veut dire que, y compris côté journaliste, il y a une forme d'intériorisation du fait que c'est inéluctable. Jean-Luc Mélenchon sera candidat, François Hollande a repris la main en partie dans le Parti socialiste et en tout cas est en train de revigorer les troupes du côté de PS is back. Alors que je ne crois pas que dans le pays, le peuple de gauche soit résigné à cette situation qui est une situation qui va nous conduire à la débâcle. Mais vraiment, c'est la débâcle. Voilà. L'extrême droite aujourd'hui, elle est extrêmement dangereuse. C'est pas une extrême droite, c'est même plus une extrême droite, vous voyez ce que je veux dire, à l'ancienne. On est dans une nouvelle période. Il y a une rupture qui est marquée par la victoire de Trump. Il faut lire ce qu'écrit et ce que dit Javier Milei, qui est le président de l'Argentine.
Hein. Enfin, je veux dire, c'est un niveau de violence, de haine, de combat contre les communs, les services publics, un niveau de combat raciste qui est totalement inouï et réactionnaire, sexiste, homophobe. Franchement, là, c'est terrifiant ce qui est en train de se préparer potentiellement aussi dans notre pays. Donc ces ravages-là, il faut les combattre. Il faut empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Et comme la Macronie est en train de s'effondrer, eh ben, notre responsabilité, c'est d'être prêt. Il faut qu'on soit prêt. Et pour être prêt, il faut travailler. Il n'y a pas d'autre solution et travailler ensemble au lieu de passer ses journées à s'envoyer des noms d'oiseaux sur les réseaux sociaux. Donc notre rassemblement, il est là dans cette perspective-là. Tout faire jusqu'au bout pour empêcher Marine Le Pen et ses amis d'arriver au pouvoir, tout faire pour trouver une issue progressiste aux catastrophes qui sont sous nos yeux, les urgences sociales et écologistes, mais aussi la menace, cette menace de l'extrême droite. Voilà ce que je voulais dire en introduction, en insistant sur le fait qu'on n'est pas, voilà, il y a nous, il y a d'autres, il y a des camarades à Picardie Debout, à Génération, qui sont aussi dans cette perspective-là, et dans toutes les organisations de gauche, chez les insoumis, chez les écologistes, chez les socialistes, il existe beaucoup de forces qui sont absolument d'accord avec cet objectif politique. Donc notre question à nous, c'est comment être utile à faire en sorte que nous soyons collectivement une force, par-delà ce que nous représentons, nous, mais à agréger et à faire gagner cette bataille, qui est une bataille vitale pour des millions de gens. Je veux dire, on ne fait pas de la politique pour se regarder le nombril, on ne fait pas de la politique par esthétisme, on fait de la politique pour transformer le quotidien des Français. Et donc là, la gravité de la situation, et j'insiste sur ce point, la gravité de la situation impose que les égos, les questions de boutique passent en second au regard de ce qui est devant nous, des menaces et de ce que nous avons à faire comme travail. J'insiste également sur la notion de travail. C'est pas, on a fait beaucoup, on a le programme du nouveau Front populaire, on a des bases qui sont solides, et en même temps, quand on regarde les résultats des élections, là où nous en sommes, on sait aussi que nous avons du travail, et que ce travail, il doit être mené ensemble, collectivement. Donc, nous, on dit, mettons-nous autour de la table, commençons à nous mettre d'accord pour un procédé, un processus qui nous conduise à une candidature commune à la présidentielle, à des candidatures communes à nouveau aux législatives, à des capacités d'union aux élections municipales, et de donner à voir dans le pays qu'il y a là une force solide, cohérente, rassemblée. C'est ça qu'il faut donner à voir. C'est ça l'urgence. Et je pense qu'on doit le donner à voir. Et je termine d'un mot avant de donner la parole à Gérard sur ce que nous avons vu à la fois il n'y a pas si longtemps à Grenoble, avec le score de Lies Loufoque, qui était un candidat de grande qualité, valeureux, combatif, et qui pourtant n'a pas réussi à rassembler 35% dans cette circonscription classée comme la 57e circonscription la plus favorable à gauche. Donc on voit bien qu'on a un problème, et ce problème a été confirmé hier, puisque Louis Boyard n'a pas réussi à emporter la municipalité à Villeneuve-Saint-Georges, signe que le fait de ne pas avoir été capable du rassemblement dans l'entre-deux-tours véritable avec la fusion des listes est un problème qui peut nous jouer de sacrés tours, puisque c'est la droite qui est maintenant à la tête de sa ville, qui continue d'être à la tête de la ville, et aussi il faut que les attitudes des uns et des autres, les attitudes, c'est une culture, le rassemblement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des actes, mais c'est aussi une culture politique. Et on ne peut pas y arriver quand on pense qu'on peut gagner seul contre les autres et en ayant l'obsession d'éliminer le voisin, qui est normalement censé être un partenaire pour faire grandir notre force commune. Là, c'est pas possible, d'un côté comme de l'autre. Donc nous, on veut ici taper du poing sur la table et dire qu'il y a alerte rouge absolue pour maintenant se mettre au travail. Beaucoup de Français l'attendent, le peuple de gauche l'attend, et donc maintenant, il faut passer aux travaux pratiques. Merci Clémentine. Bonjour à toutes, à tous. Je suis très joyeux, c'est le mot que j'ai cherché pour de cette fusion que nous sommes en train de réaliser. Je vous présente, il y a Jean-Yves Lalanne qui a été 3 mandats maire à côté de Pau, à Billère, Marlène Collineau qui est adjointe à la maire de Nantes,
Dans la salle, il y a les camarades de GDS, Fred Luto, Bertrand Périssé, Mano Gouttière, à côté de nos amis de l'après. Nous avons envie de faire ça, nous sommes contents de faire ça. Et l'idée de fusionner nous pressionne pas parce que il y a des forces disponibles au sein du NFP. Quand vous regardez les adhésions à ces partis, vous avez quoi les Verts disent 18 000 membres. Le PC dit de lui-même 42 000 membres. Le PS dit de lui-même 40 000 membres. Et les filles révèlent 58 000 voix pour son dernier vote. Ça fait moins de 100 000 personnes. Il y a donc 7 millions d'électeurs qui ont voté NFP qui sont dans aucun parti. Et eux, ils veulent l'unité. C'est ceux qui disaient le premier jour, ne nous trahissez pas. C'est ceux qui ont envie qu'il y ait union. C'est ceux qui sanctionnent quand il n'y a pas union, comme hier à Villeneuve-Saint-Georges. C'est ceux qui disent on comprend pas que la gauche soit désunie. On comprend pas que vous soyez pas partout dans des comités, des collectifs pour défendre nos droits, soit auprès des paysans de la Confédération en lutte, soit auprès de tous ceux. Il y a 300 000 emplois menacés. On comprend pas que vous vous divisiez. Il n'y a pas de raison de querelle entre Bompard, Roussel, entre Tondelier et puis Faure. Il n'y a aucune raison. D'autant plus que tous perdront s'ils s'unissent pas. Et donc c'est aussi pour ça que nous on commence à s'unir. Notre volonté de presser le pas, c'était pour arriver à ce que les camarades d'ensemble, j'en vois qui sont ici, du groupe Ensemble, des camarades de génération et les camarades de Picardie debout. C'est pas notre objectif, ce sont des camarades. Donc on veut fusionner aussi avec. Il faut que ceux qui sont unitaires au sein du nouveau Front populaire se fassent entendre pour donner confiance à ceux qui désespèrent que le Front populaire ne soit pas assez unitaire. Il y a une réponse spécifique à donner. C'est celle que nous voulons donner ensemble. Et c'est celle qu'on veut donner dans les élections et celle qu'on veut donner dans les luttes sociales. Parce que des luttes sociales, il y en a plus. Quand il y en a, d'ailleurs, elles sont toutes unitaires. Les gens ne se posent pas la question de derrière qui ils sont. Ils savent qu'il faut défendre leur croûte. Ils savent qu'il faut défendre leur salaire. Ils savent comment il faut voter. J'en prends un exemple. La censure. C'est le jour, hein. Eh ben, Bayrou a dit que il refuserait même 1% de plus d'augmentation du SMIC en juillet. Et il a dit qu'il gelait le point d'indice des fonctionnaires. C'est-à-dire que cette année 2025, le salaire des fonctionnaires va baisser. C'est quand même 5,5 millions de personnes. Et le SMIC, c'est à peu près 2,8 millions à 300 000 personnes. Et si le SMIC n'augmente pas, il n'y aura pas de poussée pour les autres salaires. Or, la question principale dans notre pays, c'est d'augmenter les salaires. Bah, j'écoutais l'Espagne hier évoqué dans un journal télévisé. Enfin, quand même, ils ont augmenté le SMIC de 60%. Et en France, on dit que ça va être une catastrophe. Mais là-bas, ils ont 3,1% de croissance. Ils sont les premiers du point de vue des critères officiels économiques. Ils sont les premiers en Union européenne, après avoir fait 60% d'augmentation du SMIC. Et ici, ça va même pas être 1%. Et les fonctionnaires, ça va perdre. Rien que pour ça, faut censurer Bayrou. Rien que pour ça, faut censurer Bayrou. Eh ben, je vous dis, il y a 4 partis qui sont pour, hein, parce que le LFI est pour la censure, les Verts sont pour la censure, le Parti communiste est pour la censure, l'Après, dont nous sommes maintenant membres, est pour la censure. Que nos amis du Parti socialiste réfléchissent. Moi, je suis pas pour les traiter ou les maltraiter, je suis pour les convaincre. Je suis pour les respecter. Parce qu'en les respectant et en discutant avec eux, on sait que dedans, dans ce parti, j'ai vu que la Fédération 93 du Parti Socialiste a pris position, c'est pas un hasard. Essayez d'être dans le 93 et de ne pas voter la censure. Essayez donc. Et donc, ça, quelque part, ça va faire pression sur tout le reste du Parti Socialiste. On espère qu'il va pencher du bon côté. Et en général, quand vous avez déjà 4 partis sur 5 au sein du NFP qui sont pour quelque chose, celui qui hésite devrait avoir un sentiment d'abord unitaire. Je parle pas de compromis, je parle pas de capitulation, je parle d'écoute. Parce que travailler à 5 partis, travailler à 5 partis, ça demande de s'entendre. Ça demande d'avoir des structures pour, d'avoir des réunions pour, pas seulement de, comme vient de le dire Clémentine, de s'engueuler dans les réseaux sociaux ou de s'insulter en disant ceci, t'es traite, t'es forfaiture, t'es ceci, t'es cela. Chaque fois qu'il y a une polémique qui vient de nos amis de LFI contre le PS, ça renforce pas l'aile gauche du PS, ça renforce ton aile droite. Vous voulez renforcer l'aile gauche du PS, parlez fraternellement. L'union fait la force, mais la force ne fait pas l'union. Il faut de l'empathie, du respect. Il faut de
un esprit pour pouvoir faire l'union. L'union, c'est une question stratégique. Il y a 30 millions de salariés dans le pays. Ils sont très divers, pluralistes. Il y en a de toutes sortes, mais ils ont le même intérêt, défendre leur salaire. Et l'union, c'est fait pour le permettre, c'est fait pour les rapprocher. C'est fait pour que ces 30 millions deviennent une force consciente, alors que pour l'instant, ils sont dispersés et qu'en partie, les syndicats, les associations font qu'ils restent dispersés. Nous ne voulons pas qu'ils soient dispersés. Nous sommes le porte-parole du salariat, la défense de ses droits. Nous sommes le porte-parole pour qu'ils gagnent. Et nous sommes pour qu'il y ait une force militante qui s'installe, qui pèse au sein du NFP pour parler aux autres partis, pas les insulter, parler aux autres partis et faire que cette union, elle devienne une force. Et là, les gens n'auront plus peur, ils nous diront pas, ne nous trahissez plus. Ils diront, on vient avec vous. Et c'est ce qu'on espère. Merci. Ouais, vas-y, ça va. Alors, c'est une conférence de presse. C'est une conférence de presse et les journalistes qui sont là, à vous de éventuellement poser des questions, des interpellations, des précisions. Je vous en prie. Ah bah oui, tiens, c'est encore mieux ça. Encore mieux, ouais. Alors voilà. Si quelqu'un veut faire le... Pour le journal L'Humanité. Bonjour, Margot Bonnery pour l'Humanité. Est-ce que vous avez déjà pu discuter avec d'autres partis pour qu'ils se rassemblent à vos côtés? Quels sont les retours pour le moment? Voilà. Essayez de comprendre d'autres questions. Peut-être plusieurs questions. Plusieurs questions. Voilà. Bonjour, Adrien Brachier pour Le Point. Vous avez évoqué les municipales, notamment le cas de Villeneuve-Saint-Georges. Si on peut aller un peu plus loin dans l'analyse, pour vous, est-ce que c'est le signe de l'échec quand il y a union de la gauche, quand il n'y a pas union de la gauche, donc le signe qu'il faut s'unir, ou est-ce que c'est aussi un échec de la stratégie des Insoumis en tant que telle? Est-ce que c'est aussi un échec pour les Insoumis? Vous allez me répondre les deux, mais alors pourquoi? Vous me dites les deux, pourquoi? Je voudrais savoir, Bouchra Berkane de l'AFP, j'aurais aimé savoir jusqu'à maintenant combien vous avez réussi à réunir de députés dans votre parti, de personnes globalement et d'adhérents. Enfin, j'imagine que c'est tout nouveau, c'est tout neuf, c'est tout jeune. Donc voilà, une question de chiffres pour l'instant. Et juste pour prolonger sur Villeneuve-Saint-Georges, est-ce que vous considérez que c'est la démonstration que LFI a un plafond de verre dans n'importe quelle élection, au second tour, ou pas d'ailleurs? Et vous parliez d'un processus pour un candidat commun. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Merci. Non, alors. Ah oui, candidat commun à la présidentielle. Okay. On va essayer de pas être. On va être beaucoup à répondre. Alors bon, déjà les faits, en répétant ce qu'a dit Clémentine, moi le plaisir que j'ai de cette fusion qu'on vous présente aujourd'hui, Marlène, Jean-Yves et puis Gérard, de ce que ce parti, ce groupe militant représente à mes yeux, c'est-à-dire des camarades qui ont une expérience syndicale en particulier, d'une longue tradition de combat unitaire. Et il y avait une logique à ce qu'on se retrouve. Donc c'est quand même pour nous important. Pour vous dire les choses très concrètement à ce stade, nous considérons que nous représentons 9335 sympathisants et militants, dont près de 4000 qui payent des cotisations. 78 départements sont représentés, notamment même en Guyane et aux Français de l'étranger. Nous avons 4 parlementaires. Alors, on est normalement ici, c'est la circonscription de Daniel Simonet du 20e arrondissement, mais Daniel a fait un déplacement à l'étranger. Je rentre pas dans les détails, mais voilà, au Rojava et juste un contre-coup de petite fatigue, donc elle est avec nous. Donc Daniel Simonet que vous connaissez, Hendrik David, député des Bouches-du-Rhône, Clémentine Autain et moi-même, député de Seine-Saint-Denis. Nous avons également quelques maires, des conseillers départementaux et des conseillers régionaux également. Voilà, nous sommes ce que je vous ai présenté et ça a été pointé aussi avec une volonté, vous l'avez compris dans la manière dont Clémentine Autain et Gérard Filoche ont présenté les choses, dans une volonté, comment dirais-je, comme il fait un peu froid, de boule de neige, de continuer à agréger. Et nous avons des amis qui mènent des combats unitaires, politiques, leurs noms ont été donnés, qui aussi réfléchissent là-dedans. Et voilà. Donc il y a cette volonté pour nous de continuer. Là, c'est pas quelque chose qui a pour vocation de considérer que c'est quelque chose qui se termine. C'est une étape que nous vous présentons à ce jour, et j'insiste là-dessus, et une étape prometteuse. Donc ceux qui considéraient que par des méthodes brutales, ce que nous représentons, c'est-à-dire à la fois une volonté, pour ma part, et je crois pour Clémentine et Raquel, d'une continuité de
de ce qu'était le succès de la France insoumise, mais qui ont refusé que tout ça devienne une nouvelle France insoumise, sectaire manifestement, considérant que ce qui avait été un apport fondamental de la construction de la NUPES et du NFP, par moment on s'interrogeait s'il y avait une vraie volonté de continuer ça. Pour notre part, nous voulons continuer l'unité. Mes amis répondront mais moi je veux aussi vous prononcer là puisque Villeneuve-Saint-Georges vous intéresse et quelque part on comprend. Certains ont considéré que ça devait être un laboratoire, une vitrine, une démonstration. La première démonstration, qui pour nous fait de la peine, c'est que c'est la droite qui gagne. Et ça n'est pas une bonne nouvelle pour nous quand la droite gagne. Nous n'avons pas d'intérêt distinct du peuple de gauche qui a tout intérêt à ce que, quelle que soit l'élection qui est en jeu, député, élection présidentielle ou municipalité, nous souhaitons la victoire de la gauche. Et nous avons appelé à voter pour le candidat de gauche au second tour, clairement, sans ambiguïté, sans chercher à ce moment-là à pondérer notre appel à voter. Et je crois que ça a été le cas de tout le monde, toutes les forces, là aussi, puisque désormais le temps un peu du bilan pour la suite est utile, je le dis, toutes les forces politiques de gauche ont appelé à voter pour la liste de gauche au second tour. C'est ainsi. Et la droite était divisée. C'est un fait. Et la droite s'est détestée jusqu'au second tour. C'est une commune traditionnellement de gauche. Il a fallu qu'en 2020, il y ait cet accident pour la première fois, ce soit une commune de droite. Le maire de droite s'est fait en quelque sorte, a dû démissionner parce qu'il avait fait un salut nazi en plein conseil municipal. Bref, je vais faire court. Toutes les conditions étaient réunies pour que nous gagnions. Et je vais même le dire dans une formule, c'était imperdable, de mon point de vue. Dois-je rappeler que le candidat du NFP à l'élection législative dernièrement, qui était le tête de liste de la France Insoumise, Louis Boyard, avait fait 61%, il y a encore 6 mois. La France Insoumise avait fait près de 40% aux élections européennes. Jean-Luc Mélenchon avait fait 46,2% aux élections présidentielles et toute la gauche sur l'élection présidentielle représentait 53% sur la commune. C'était imperdable. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'invite à ce que on nous propose des bilans qui ne peut pas être seulement c'est la faute à je sais pas qui à gauche qui n'aurait pas mobilisé son électorat. Honnêtement, au premier tour, je ne vais pas être trop long, la liste Boyard faisait 1000 voix, la liste Daniel Henry faisait 800 voix. Au second tour, la liste Boyard fait 1800 voix. Bon, alors on peut discuter dans quel ou tel bureau, mais enfin, globalement de ce que je vois, je pense que les gens sont allés voter au second tour. Mais il y a eu une mobilisation aussi, une surmobilisation de la droite. Pourquoi? Faut s'interroger. Pourquoi aussi il n'y a pas eu une possibilité d'élargissement? Et pourquoi peut-être aussi les conditions de cette fusion manquaient de dynamisme? Quand on fait une campagne au premier tour en disant publiquement, dans des meetings mis en ligne, à l'attention de notre liste de gauche, je vais citer du Louis Boyard, ne vous la racontez pas, il n'y aura pas de fusion parce qu'on va gagner dès le premier tour. On ne crée pas les conditions de ce que décrivait Clémentine, de la culture de l'unité. On crée les conditions de la petite vexation, du fait que peut-être que ça se passe pas bien, ce que j'ai cru comprendre aussi que ça se passait pas bien. Il ne s'agit pas d'incriminer qui que ce soit. C'est compliqué, hein, des élections aujourd'hui dans le contexte actuel. Mais il y a quelque chose qui doit nous amener à nous dire, il ne faut pas que cela se reproduise. Et c'est clair qu'il y a une stratégie qui vise à boxer au premier tour, boxer inlassablement ses partenaires, d'écrire qu'il y a des racistes sur la liste, d'écrire etc., qui facilite pas la dynamique populaire dont nous avons besoin. C'est clair que la stratégie de la division n'est pas celle qui nous fera gagner les échéances futures. C'est à ce niveau-là d'analyse que je vais en rester. Et Raquel Garrido a des choses à vous dire. Oui, je voulais rajouter d'abord ma part de manifestation de joie et de vraiment, je le dis, immense honneur d'être ensemble avec ce groupe de camarades GDS pour lesquels j'ai un profond respect. Ce sont des hommes et des femmes qui ont consacré toute leur vie à l'engagement politique, bénévolement, sans jamais chercher des carrières, en maintenant du vrai travail. Ce sont des vraies travailleuses, des vrais travailleurs qui sont des cadres syndicaux. Et pour moi, qui suis d'une génération un petit peu plus jeune que Gérard, par exemple, et d'autres camarades, c'est vraiment c'est très émouvant pour moi que cette organisation qui a été maintenue depuis des décennies avec une orientation politique unitaire, de conscience de classe, de respect et de valorisation du salariat, aujourd'hui, voilà, on fusionne. Et pour moi, je vous remercie. Et ça me donne beaucoup de courage pour la suite et je pense qu'on continuera ensemble, on aura une force de propulsion pour continuer le travail. Et pour répondre à la journaliste de Madame de l'Humanité, effectivement, mais peut-être que tu voudrais revenir dessus Clémentine, nous sommes actuellement en discussion avec Picardie Debout et Génération, mais Clémentine vous reviendra sur ce point-là qui est effectivement
très important. Moi, je voulais juste rajouter à propos de Villeneuve-Saint-Georges. C'est, à mon avis, important de tirer des leçons de ce qui s'est passé à Villeneuve-Saint-Georges. Parce que il y a un narratif côté direction de cette nouvelle France insoumise qui consiste, vous le savez, à dire que le possible élargissement électoral finalement n'est plus possible dans les territoires, les régions. Hein, c'est la formule de Jean-Luc Mélenchon, on s'en fout de la province, etc. Nous, on va se préoccuper des quartiers, des villes, la jeunesse diplômée. Et cette thèse, elle prospère médiatiquement. Pourquoi? Essentiellement parce que la presse d'extrême droite y croit. Parce que la presse d'extrême droite pense que en banlieue, en gros, les personnes racisées n'ont pas de cerveau, votent en fonction d'un espèce d'adhésion à un leader charismatique et qu'il suffit de mettre la tête de Jean-Luc Mélenchon et il suffit de mettre le logo LFI pour que tous ces gens viennent comme ça, comme des hordes, voter pour le candidat ou la candidate désignée par Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est une vision xénophobe, en fait, raciste de la réalité de la banlieue. Et nous, on le sait parce que nous, on habite en Seine-Saint-Denis, on fait de la politique en Seine-Saint-Denis. Et déjà, pour les fins observateurs, vous auriez dû tirer toutes les conséquences déjà des élections législatives de 2024. Parce que partout en France, les électrices et les électeurs n'ont pas eu le choix du bulletin NFP. C'est-à-dire qu'ils ont pris le bulletin Front Populaire et c'était derrière, ça pouvait être un insoumis, un communiste, un socialiste, un écolo, etc. Les gens n'avaient pas le choix. Donc les élections de juin-juillet ne donnent pas l'occasion on va dire, départager au sein de la gauche qui pèse quoi. En revanche, il y a des circonscriptions où les électrices ont eu le choix. Les électrices et les électeurs ont eu le choix. C'est les circonscriptions des purgés, qui sont des petits laboratoires à petite échelle et qui viennent totalement réfuter cette thèse d'espèce de socle ou de capacité d'élargissement dans l'urbain et dans la banlieue pour une nouvelle France insoumise qui serait isolationniste, qui s'auto-transformerait en une organisation sulfureuse. Parce que Bagnolet-Montreuil, c'est la Seine-Saint-Denis. Et à Bagnolet-Montreuil, les électrices et les électeurs ont eu le choix entre un bulletin, on va dire, insoumis mélenchoniste et un bulletin insoumis unitaire et démocratique. Et dans un contexte de très forte participation, c'est l'unitaire et le démocratique, en l'occurrence Alexis Corbière, qui a battu le candidat mélenchoniste en Seine-Saint-Denis, pas en Corrèze, d'accord? En Seine-Saint-Denis. Et si vous prenez ici le 20e arrondissement, territoire urbain, jeunesse diplômée, exactement la cible de ce qui est censé être cette nouvelle France insoumise, le score de Daniel Simonet à la fin, c'est 72%. 74%, pardonnez-moi, je lui retire 2 points. Presque 75%, d'accord? Donc c'est absolument irréfutable. Hendrik Davy, qui est député de la Plaine à Marseille, vous connaissez ces quartiers-là, c'est semblable au 20e arrondissement. À chaque fois, nos camarades ont gagné ces élections dans des contextes de forte participation. C'est une indication qu'il faut prendre en compte sérieusement. Et moi, qui suis la seule à m'être finalement désistée, parce que moi, je me suis désistée au profit du mieux placé à gauche. Si on regarde les résultats dans sa finesse, par exemple, sur une ville comme Bobigny, qui est vraiment le cœur de la Seine-Saint-Denis, je fais 4000 voix. Le mélenchoniste, il en fait 5000. Bon, je garde 45% du vote insoumis. Ça veut dire que c'est pas vrai qu'il y a une sorte d'osmose automatique vis-à-vis du leader charismatique. Ça veut dire que même et comme partout ailleurs, au fond, il y a une réflexion dans l'électorat insoumis. Et vous avez des gens qui ont voté insoumis en 2017, qui ont voté insoumis en 2022 et qui en 2024, aujourd'hui ou 2025, ne votent plus insoumis. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a un désamour vis-à-vis de cette nouvelle France insoumise. Donc, c'est quelque chose qui est important pour la suite parce que on a tous besoin que cet électorat, les 9 millions de voix qu'on a rassemblés aux législatives et qui est encore très important, il faut le vivre comme un aggloméré, c'est-à-dire ça n'est que tous ensemble qu'on peut possiblement gagner en 2027. Donc c'est important. Mais en revanche, on ne peut pas faire l'économie
d'une analyse de comment ne pas perdre. Parce que pour l'instant, ce qu'a démontré cette nouvelle France Insoumise, c'est comment perdre. Bon, donc la démonstration de comment perdre, moi je la connais. J'ai fait 3 campagnes pour Mélenchon, moi. J'ai passé 13 ans de ma vie à combattre le Parti socialiste. Quand on a quitté le Parti socialiste en 2008 jusqu'à la création de la NUPES en 2022, ça a été 13 années de guerre frontale avec le Parti socialiste et qui ont porté leurs fruits. Cette guerre a porté un fruit très important, c'est qu'en fait on a gagné avec notre programme. Notre programme est passé devant, a été validé par le peuple de gauche, de sorte que lorsqu'on a réunifié la gauche en 2022 avec la NUPES, c'était sur notre programme, pas le programme de François Hollande, notre programme. Et à partir de là, notre tâche aurait dû être de chérir ce périmètre programmatique et politique et de le faire croître. Et au lieu de ça, on a des forces vives qui ne veulent que la division. Donc, notre vocation politique, c'est ceci. Dans un contexte d'affirmation présidentialiste, je termine en disant que nous avons lancé 2 campagnes à l'après. Il y a évidemment, on a une grande participation. On fait plusieurs choses. On a une pétition notamment pour l'unité de la gauche. On vous passera les documents. Mais on a 2 campagnes. Une qui s'appelle la Tournée des besoins, qui est animée par Clémentine Autain et qui est une campagne d'éducation populaire pour d'écoute sur le terrain sur la base de cette revendication de davantage de services publics. Et une autre campagne qui s'appelle La France à 49.3 raisons de passer à la 6e République. Ça, c'est moi qui l'anime. Et par exemple, notre prochaine réunion de ce style-là, c'est à Billières, donc dont Jean-Yves Lalanne est le maire. Le 14 février, oui, lui aussi fait partie des gens qui comptent quand ils sont vraiment contre le cumul des mandats, ils démissionnent quand ils sont en cumul des mandats. Voilà, ça existe. Donc, on fait Périgueux, on fait Pau, etc. Et parce que nous sommes que le comportement d'Emmanuel Macron qui considère qu'on peut gouverner sans lien direct avec une élection est parfaitement délétère et que notre travail, c'est d'édifier d'ores et déjà cette nouvelle constitution de la 6e République. Marlène, Jean-Yves. Oui, bonjour à toutes et à tous. D'abord, dire aussi ma satisfaction à être ici aujourd'hui, mon plaisir. C'est vrai que ça nous permet aussi de réaliser en acte ce qu'on dit, voilà, à savoir comment concrètement on peut organiser le rassemblement et prendre notre part dans cette question de l'union sur laquelle l'électorat nous attend. Moi, je voulais revenir sur la question du plafond de verre de la France insoumise aux élections locales, puisque ça a été évoqué. Je crois que quiconque, en réalité, se présente seul face aux électeurs est condamné à perdre. Donc ça ne s'implique pas qu'à la France insoumise, c'est une réalité à gauche, et c'est bien pour ça qu'il faut que nous puissions œuvrer à rassembler le plus largement possible. Je crois aussi que les électeurs sont intelligents et que de ce point de vue, ils savent très bien qu'en réalité, là où la gauche gouverne dans les villes, elle gouverne avec des fronts unis, des personnalités diverses, des partis politiques pluriels, et que peu importe qui est en fait la tête de liste, le maire, la maire, qu'il soit écolo, insoumis, communiste, en réalité, les projets sont souvent comparables avec des bilans, et on pourra le voir puisque on a des échéances importantes à préparer pour les prochaines élections municipales. Donc des bilans assez comparables en matière de transport en commun, c'est la gratuité des transports en commun, c'est la tarification solidaire dans les transports. En matière de logement, c'est la construction massive de logements sociaux, bien au-delà en général des obligations SRU, ce que la droite ne fait jamais quand c'est elle qui gouverne. Ce sont des EHPAD publics, des crèches municipales, des centres de santé. Et donc très concrètement, ce sont des programmes qui permettent de réduire les inégalités entre les habitants. Et je crois que voilà, les électeurs savent ça et savent combien en réalité les bilans sont relativement poreux, et c'est bien logique parce que en fait tout ça résulte d'un programme qui est celui de plus de justice sociale, de réduction des inégalités, et donc c'est possible de s'atteler à mener partout des projets qui soient collectifs, portés par l'ensemble de la gauche. Je crois aussi que c'est une manière de dire à l'électorat qu'on a bien saisi qu'eux-mêmes étaient divers et que quelque part nous travailler à faire en sorte que nous puissions présenter des listes les plus diverses possibles. C'est aussi les respecter
dans ce qu'ils sont divers et qu'ils ont besoin de se sentir représentés quand ils votent. Et donc je crois que c'est le message à retenir, c'est qu'en effet, il faut pouvoir travailler collectivement et que c'est possible et que souvent c'est ce qui se fait et que c'est là où nous gagnons en réalité depuis des décennies. Et donc c'est aussi ça qu'il faut que nous sachions perdurer. Oui. Oui. Moi, je veux revenir sur l'effet dynamique de l'unité. Alors, ça paraît évident pour les gens normaux. Mais par exemple, quand Macron a attaqué les retraites, beaucoup spéculaient sur le fait, y compris des dirigeants politiques, se disaient les syndicats vont pas se mettre d'accord, ils sont pas expérimentés ou expérimentés dans la division. Ils ont donné une leçon à la France entière, aux appareils politiques, aux militants politiques. Les militants syndicaux, les directions syndicales, et on retrouve des militants politiques aussi dans ces organisations syndicales, ont fait l'unité. Et ces manifestations étaient joyeuses parce que on se retrouvait pas à 300 devant une préfecture de province. On se retrouvait à des milliers et partout en France. Et donc c'est cet effet dynamique qui nous porte. Et dans cette fusion, c'est pas une simple addition arithmétique entre l'après et la GDS. Les militants unitaires, les unitaires que l'on veut rassembler, ils ne sont pas simplement chez nous, ils sont dans tous les partis. C'est pour ça que certaines organisations ont été citées, il y en a d'autres. Il y a Ensemble a été cité, la gauche éco-socialiste. Il y a plusieurs organisations, mais des milliers de militants, même orphelins, qui ne sont plus à des organisations, qui attendent effectivement une force politique unitaire qui porte des campagnes unitaires. Je voulais souligner notre attachement aussi à des campagnes unitaires. Cela a été dit, par exemple, la nécessité d'une candidature commune à la présidentielle, portée par Lucie Castet et d'autres. Nous voulons la soutenir. Nous voulons rassembler les unitaires derrière cette campagne. Et puis, il y a des campagnes dont on a parlé, qui sont lancées sur la 6e République, sur le recensement des besoins, mais aussi, par exemple, sur les retraites. Il nous semble qu'il est important que des militants politiques, des élus, des dirigeants syndicaux, des citoyens portent une campagne sur les retraites. C'est ce que l'on veut promouvoir. Et il y a d'autres campagnes unitaires qu'on devrait mener. C'est par exemple les municipales. Alors, je ne veux pas vous dire simplement parce que j'ai été élu, mais c'est du bon sens là aussi. C'est que, comme à Villeneuve-Saint-Georges, eh bien, on constate que quand il y a division, c'est la machine à perdre. Et donc, quand il y a l'union, qui est possible, puisqu'il y a eu la NUPES, il y a eu le NFP, et puis dans des centaines, des milliers de villes, il y a des programmes communs qui rassemblent les militantes et des militantes de différentes obédiences. Donc, pour les municipales, ça semble évident qu'on devrait y arriver. On n'y arrive pas toujours. C'est pour ça qu'il faut l'unité, mais une unité dynamique aussi, et je termine sur ça, une unité appuyée sur des collectifs unitaires, des collectifs citoyens soutenus par les partis. Les citoyens ne peuvent pas se passer des partis. Les partis ne peuvent pas se passer des citoyens. Et c'est cette unité-là que l'on va promouvoir, que l'on va défendre avec nos forces, mais aussi avec d'autres forces. Et c'est en cela que cette fusion est enthousiasmante. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Le temps de votre... Allez-y, je vous en prie. Je vais reformuler ce que vous dites, comme vous voulez. Ou alors, ça, c'est mieux. Merci. Oui, vous l'avez évoqué aussi sur la question de la censure. Les socialistes hésitent, ils n'ont pas encore décidé. Et Raquel, vous évoquiez le PS que vous avez combattu pendant longtemps. Est-ce que le PS qui pourrait ne pas censurer, c'est le retour de ce PS-là que vous avez combattu pendant longtemps? Et est-ce que si le PS vote, ne vote pas la censure, vous considérez comme les Insoumis qui s'excluent de fait du nouveau Front populaire? Je crois que la question a été posée, mais j'ai pas entendu la réponse sur le fait. Est-ce qu'il y a d'autres partis qui souhaitent rejoindre cette fusion ou pas? Oui, je le redis, mais en fait, on est en discussion avec Génération et Picardie Debout, ensemble également, dont certains sont présents d'ailleurs ici, et il faut également discuter avec la gauche éco-socialiste.
Donc oui, nous discutons, mais on va pas vous tenir au courant de chaque évolution de la discussion, de là où on en est, parce que ce sont des choses qui méritent voilà, d'être d'abord l'affaire des militants, des dirigeants politiques qui échangent entre eux et entre elles. Mais on ne cache pas, nous, notre volonté d'aboutir à une organisation qui soit plus grande que les forces que nous avons déjà réussi à accumuler, parce que dans la bataille qui s'ouvre, on a besoin de faire entendre cette voix-là. Qui tient tous les bouts, me semble-t-il, qui tient à la fois la question du rassemblement sans quoi nous prenons le risque d'une extrême droite au pouvoir, qui tient le bout de la nécessité de continuer à travailler, à produire du contenu, du récit, parce que visiblement, nous n'y sommes pas encore pour réussir à parler à l'ensemble des classes populaires et pour apporter une solution à l'ensemble du pays. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien, mais il y a encore besoin de travailler. Et ce travail, il doit se faire à partir d'un parti pris qui a été tranché par les électeurs et les électrices, c'est que 40 ans de néolibéralisme, de productivisme, ça suffit. Voilà, ça suffit. Donc la gauche aujourd'hui, pour être attractive, pour être à niveau des défis du moment, elle doit rompre avec cette logique de marchandisation de tout et n'importe quoi. Ça suffit. Donc ça, je pense que à partir de là, on a un cadre qui est un cadre potentiellement propulsif. Et je voulais rajouter un petit mot sur Villeneuve-Saint-Georges, parce que en fait, là où c'est intéressant évidemment pour nous, c'est que ça vient tristement valider des partis pris que nous avons défendus quand nous étions à la France Insoumise, et raisons pour lesquelles d'ailleurs nous avons été mis à la porte. Parce que la France Insoumise peut, depuis hier soir, nous expliquer qu'elle vole de succès en succès. On a connu ça, pendant tout le temps on était à la France Insoumise. Après 2022, chaque semaine, on nous a expliqué que nous volions de succès en succès. Mais en réalité, à un moment donné, la réalité, elle se rappelle toujours d'une manière ou d'une autre à vous. Et donc, quand on se trouve dans une ville qui est une ville populaire, comme Villeneuve-Saint-Georges, cœur de cible de la stratégie actuelle de la France Insoumise, et que même là, on n'arrive pas à faire le plein des voix de gauche telles qu'on a pu, je refais pas les chiffres, vous les avez, mais je veux dire, ils peuvent nous raconter que c'est la même chose que l'élection municipale post-Covid dans un contexte très particulier. C'est pas ça. Les points de repère ne sont pas ceux-là. Ils prennent le seul point de repère qui leur semble intéressant, en niant tout ce qui s'est passé entre-temps, que Jean-Luc Mélenchon a fait dans cette file de mémoire 49%, que aux européennes c'est 39%, que le total gauche est très au-delà de 50% dans les dernières élections. Donc non, ça n'est pas un succès, c'est un échec, et c'est un échec qu'il faut regarder en face, non pas pour se battre la coulpe indéfiniment, mais pour se ressaisir et prendre le seul chemin qui vaille, c'est celui qui permet de retrouver l'angle avec les autres forces de gauche. Voilà ce que je voulais ajouter. Je peux dire un mot, les amis? Ouais. Moi, juste, alors, pour répéter, là aussi, même si on l'a pas précisé, il va de soi que pour les parlementaires membres de l'APRE, nous sommes favorables au vote de la censure. Nous siégeons au sein du groupe écologiste et social, avec d'ailleurs les députés de Génération et François Ruffin. On respecte les débats qui ont lieu au sein du groupe. Le groupe rediscutera, mais nous sommes favorables, et je ne crois pas, comment dirais-je, j'ai inventé un secret, il y aura une décision, mais nous sommes favorables au vote de la censure. Pour toutes les raisons qui ont été dites, dois-je rajouter la question des retraites qui nous tient à cœur, et d'ailleurs, nous avons rédigé une tribune que nous cherchons à publier prochainement. La question des retraites pour nous est une question centrale, que nous n'oublions pas, et nous sommes évidemment de ceux qui considérons que quiconque utilise un 49.3 produit un vote de censure. Nous sommes aussi des parlementaristes pour une 6e République où la représentation parlementaire n'a pas à être brutalisée, et que ceux qui fabriquent une culture autoritaire sont ceux qui considèrent que minoritaires, ils peuvent imposer un budget qui a des conséquences négatives, comme on l'a dit, etc., etc. Bon, tout ça est dans la logique des choses. Je voulais dire, pour répéter des formules, que nous ne sommes pas unitaires par idéalisme, mais par réalisme. La division, c'est la défaite, et c'est le réalisme cru, la brutalité de ce réalisme qui impose aujourd'hui à ce que nous travaillions sans naïveté à l'unité. Mais l'unité dont nous parlons, comment dirais-je, l'unité sans un programme populaire, elle est impuissante. La radicalité dans la division et la brutalité est impuissante aussi. Voilà un peu ce qui fait notre particularité. C'est que nous ne sommes pas des unitaires bêlants, consistant à dire qu'importe, rassemblons-nous sur 3 fois rien. Nous considérons que ce qu'il y a eu, notamment
le tournant, je vais qualifier ça de la NUPES en 2022, qui considérait qu'il était possible que nous nous rassemblions sur un programme tout de même qui avait pour conséquence un autre partage des richesses, etc. Je développe pas, vous voyez ce dont je veux parler. C'est ça. Et ça restera ça notre fil conducteur. Avec franchise, mais c'est une manière aussi de, concernant le Parti socialiste, nous voulons continuer ce dialogue avec les camarades du Parti socialiste. Comment dirais-je? J'entends les arguments de certains camarades du Parti socialiste, de considérer en particulier qu'il y a une inquiétude dans le pays. Personne ne veut le chaos ni le bazar. Les milieux populaires veulent que l'école fonctionne, que l'hôpital fonctionne. Enfin, je veux dire, il faut vraiment être en dehors de la réalité des travailleurs que de considérer que nous aurions un intérêt à fabriquer quelque chose qui est anxiogène. Souvent, la réalité anxiogène fabrique en plus, fait progresser nos adversaires. Pour autant, les conséquences concrètes de ce budget nous amènent à dire que c'est un budget que nous ne pouvons pas laisser passer. Ce dialogue, nous voulons le maintenir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que nous sommes francs et honnêtes avec le Parti socialiste. Nous plaidons, Gérard a dit le mot pour les convaincre, que nous nous retrouvons là-dessus. Par contre, sans annoncer la suite, tirer la conséquence si ce désaccord stratégique était maintenu, et je ne sous-estime pas ce désaccord stratégique, que désormais la perspective dans la période qui vient, où faut-il le rappeler, la menace d'une victoire de l'extrême droite est une possibilité, que nous allons nous affronter, c'est l'engagement que nous prendrions dans le peuple de dire désormais, on va venir dans chaque circonscription mettre des candidats. Non, ça ne me semble pas correspondre à la période. Pas par gentillesse vis-à-vis de qui que ce soit, mais par rapport à ceux que nous entendons défendre. Donc on va essayer de rester sur cette ligne de l'unité, de la loyauté, du dialogue sans concession, et parce que il y a besoin. Il n'y a pas d'unité sans unitaire. Voilà ce qu'on pense. C'est qu'en soi, il faut que c'est des idées, comme dirait l'autre, c'est quelqu'un d'autre qui a dit cette phrase, les idées ne traversent pas une salle toute seule, il faut qu'elles soient portées par des femmes et des hommes. Donc voilà ce qu'on va dire, et on le fait avec, vous l'avez vu, des gens expérimentés, des femmes, des hommes, des élus, des positions, des gens qui ont, et on vous en remercie, un certain rayonnement médiatique qui permettent de porter notre parole. Et on va avancer là-dessus. La liste de ceux avec qui nous discutons est avancée. Là où je dirais qu'on ne veut pas en dire plus, c'est qu'on ne pratique pas la stratégie de mise au pied du mur en disant nos amis discutent, et ils discutent à leur rythme, et on espère les convaincre, parce que si on arrivait à regrouper toutes ces forces, ça ferait quand même une belle composante nouvelle dans le paysage politique qui serait utile à tout le monde. Je dis bien à tout le monde, à tous les partis. Pour terminer, sur Villeneuve-Saint-Georges, puisque le sujet est important, et je le prends comme tel, oui, Louis Boyard et la France insoumise a été victime d'une campagne raciste, indiscutablement, d'une indécence même de certains journaux qui ne méritent pas le nom de journaux par rapport à l'idée que je me fais du journalisme, et qui sont venus en permanence entretenir des campagnes de haine localement. Ceci dit, c'est pas nouveau, hein, qu'on découvre pas que dans ce pays l'extrême droite existe, ça va pas s'arrêter. Une fois qu'on a dit ça, faire croire tel que je le vois aujourd'hui, dans des éléments de langage qui sont donnés, qu'il faudrait se féliciter du score du candidat de gauche parce qu'il aurait progressé de 10%, je rappelle juste que de 10 points, qu'en 2020, la France insoumise avait une liste qui avait fait 10%, mais qui à l'époque n'avait pas appelé à voter pour la gauche au second tour. Et qu'en vérité, le score global de la gauche est à peu près identique à celui de 2020. Il est à peu près identique si on additionne les 27% de la gauche la dernière fois, plus les 10% de la liste France insoumise. C'était la ligne à l'époque. Bon, donc franchement, je veux dire, en particulier puisque je vois que la France insoumise aujourd'hui a une influence dans la jeunesse, très bien. Quand on parle à la jeunesse en particulier, faut pas la méséduquer, faut pas lui donner des mauvais arguments. Et il faut justement, on apprend parfois dans certaines difficultés, on apprend même dans la défaite, à condition que les directions politiques aident à comprendre ce qui se passe. Parce que si les défaites sont présentées comme des victoires, alors on fabrique une culture, comment dirais-je, qui empêche de faire mieux, comme dirait l'autre, qui empêche de faire mieux. D'accord ? Faire mieux, c'est pas reproduire les erreurs du passé, c'est pas reproduire les confrontations antiques. Faire mieux, c'est pas faire vieux, c'est pas nous ramener à ce qu'on a connu par le passé. Voilà, nous sommes dans une étape nouvelle de la vie politique de ce pays, ce qui amène à ce que des gens comme moi, qui avons été plus qu'engagés dans les campagnes de Jean-Luc Mélenchon, en moment où ça nous semblait nécessaire d'être sur une ligne qui était assez rude avec le Parti socialiste, considérons au moins depuis 2022, alors que ça fait 2 fois que la candidate d'extrême droite est au second tour de l'élection présidentielle, que toutes les élections démontrent que l'extrême droite progresse, l'union est une condition, pas l'assurance, mais une condition de la victoire. Donc malheur à ceux qui vont fabriquer dans la période une culture de la désunion, de la violence, de la haine, de la confrontation, de l'exacerbation des désaccords. Ça s'adresse un peu à tout le monde. Ça s'adresse un peu à tout le monde. Mais nous, on va essayer de convaincre là-dedans. Nous, on va essayer de convaincre. Et je suis persuadé que l'outil, la force nouvelle que nous venons de vous présenter sera utile à ça.
Je dois faire un remerciement à Julien, qui est le responsable de cet établissement et qui nous accueille. Voilà. Y a-t-il, avons-nous répondu à toutes vos questions? L'affaire est claire. L'après, l'affaire est dans le sac. On adhère, on paye des cotisations. On a un site. On a aussi dans la corbeille de mariés, est-ce que j'ai le droit d'utiliser cette expression? Il y a notamment aussi un journal, Démocratie et Socialisme, qui est la 33e année de ce journal, voilà, qui existe. Il y a un site où on peut voir nos activités, tout ça va s'améliorer, il va de soi que nous continuons là-dessus. Il y a des campagnes qui vous ont été présentées. Je crois qu'on a un peu dit l'essentiel. Et il y a aussi tout un maillage de réunions locales qui vont avoir lieu. Et on remercie toujours la presse d'ailleurs de s'intéresser à ce qu'on fait et on s'aperçoit qu'il y a souvent un intérêt. Inscrivez-vous aussi à la newsletter. Voilà, donc Jean-Yves Lalanne, Marlène Collineau, Gérard Filoche, Clémentine Autain, Raquel Garrido et votre serviteur Alexis Corbière, avec une pensée pour Danielle Simonet qui était la députée, et toutes les équipes aujourd'hui qui ont permis, il y a Hendrik, David, Pascal Martin, ancienne députée de Dordogne qui est avec nous, et d'autres, Guillaume Ancelet qui était président de Picardie Debout, Éric Touzeau. Vous avez vu qu'à Nantes notamment, nous avons un groupe municipal avec nos amis de GDS. Pour la petite histoire, lorsque Monsieur Bérou avait été rappelé à l'ordre à la municipalité de Pau sur sa présence, cette affaire avec beaucoup buzzé, l'élu qui l'interpelle en disant Monsieur Bérou, vous n'avez rien à faire ici, était un ami, un camarade de GDS. On est fiers aussi de faire force commune avec lui. Enfin voilà, nous avons une existence dans beaucoup de conseils municipaux à travers la France. Merci d'être venu. À bientôt.